Comment mieux former les jeunes Ivoiriens? Comment peuvent-ils acquérir des compétences pratiques à même favoriser une insertion professionnelle de qualité? C'est le défi que le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique de la formation professionnelle a décidé de relever en voulant élever le niveau de compétences des jeunes formés dans les établissements d'enseignement technique et professionnel. Un concours d'entrée dans ces établissements a justement été lancé pour l'année 2020 afin d'offrir 10 000 places à des jeunes. Nous sommes au centre de perfectionnement au métier de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Alors bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommaire de cette émission, l'organisation d'un concours pour recruter et former 10 000 jeunes dans les établissements d'enseignement technique et professionnel. Projet de réalisation de 15 000 logements en location-vente sans apport initial en faveur des enseignants ivoiriens. Bonjour et bienvenue dans votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Ibrahima Touré. Bonjour Monsieur Ibrahima Touré. Bonjour Madame. Vous êtes le directeur du centre de perfectionnement au métier de la mécanique et de l'électricité à Koumassi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette formation? Ok. Et au CP2ME de Koumassi, nous avons principalement 4 filières. La filière froid et climatisation, Oui. je crois qu'on n'a rien à dire. La filière électromécanique, électromécanique, qui dit c'est le montage et démontage des usines et tout ce qui est électricité industrielle, donc électrotechnique. Ensuite, nous avons la filière mécano-soudure, qui est donc la filière où nous pouvons fabriquer des charpentes, des fûts et tout ce qui est soudage. Est-ce que vos élèves arrivent à s'insérer facilement du fait de leur formation très concrète dans la vie active? Oui, sur ce plan, nous pouvons dire vraiment que nous avons des filières porteuses qui, pour la plupart, ne nécessitent pas de gros moyens pour que les enfants s'installent. Je vais parler de la filière froid et climatisation, je vais parler de la filière mécano-soudure. Le coût d'installation des jeunes n'est pas aussi élevé. Aujourd'hui, avec l'apport de l'emploi jeune, du ministère même et des autres bailleurs qui arrivent à regrouper les enfants par groupe de 2, 3 ou 4 et leur apportent une aide, surtout au niveau du genre, dans les différentes filières, nos enfants arrivent à s'insérer. Et comment fait-on pour entrer dans ce centre de formation? Pour accéder donc au CP2ME, nous avons plusieurs voies. D'abord, la voie de l'orientation. Pour les enfants qui sont dans les cadres de 3e, ils peuvent demander. Après donc, des travaux de la commission d'orientation, ils peuvent venir chez nous. Les meilleurs élèves des classes de CAP peuvent aussi venir chez nous par passerelle par rapport à leur travail. Et la voie la plus large, c'est la voie du concours d'entrée. Merci beaucoup Monsieur Touré pour tous ces éclaircissements. Je vous remercie. Depuis le lundi 3 août et jusqu'au vendredi 11 septembre 2020, il est ouvert un concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle en vue de recruter 10 000 jeunes et de les préparer au diplôme du CAP, du BT, du BP et du BTS. Quelle est la procédure d'inscription pour les candidats? Quels sont les objectifs recherchés par l'État en lançant un tel recrutement? Pour répondre à ces interrogations, nous avons promené notre caméra au cœur de l'organisation du concours. Suivez-nous pour tout comprendre. Le concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle pour l'année 2020-2021 a été lancé le lundi 3 août et se poursuivra jusqu'au vendredi 11 septembre 2020. Il s'agit des examens du certificat d'aptitude professionnelle, CAP, du brevet professionnel, BP, du brevet de technicien, BT, de celui d'entrée en année préparatoire, du brevet de technicien supérieur, AP-BTS, et du brevet de technicien supérieur, BTS. Le professeur Yao Bertin, directeur des examens et concours au secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, situe l'enjeu de l'organisation d'un tel concours pour recruter 10 000 jeunes. Les formations professionnelles qui sont présentées par le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
sont des formations qui débouchent sur des métiers bien précis. Dans le domaine de la formation professionnelle, les différents diplômes que nous avons donnent sur des métiers bien précis. Par exemple, lorsque vous allez dans une entreprise, tout ce que vous trouvez comme cadre moyen, parfois cadre supérieur, ouvriers spécialisés, techniciens, sont pratiquement issus des écoles de formation professionnelle. Venir donc à la formation professionnelle, c'est s'assurer d'avoir un métier, c'est s'assurer d'avoir un emploi. Comme le dit le slogan, c'est un avenir presque assuré. Les différentes étapes de la procédure d'inscription pour faire acte de candidature sont expliquées par le sous-directeur Niang Adou Rémi. La première étape consiste pour le candidat de se préinscrire dans un premier temps. Donc il va sur le site du secrétariat d'État www.formation-professionnelle.gouv.ci. Lorsque cette première étape est achevée, il va pour une deuxième étape qui est le paiement en ligne. Ce paiement en ligne se fait via un opérateur de téléphonie mobile. Lorsqu'il a effectué son paiement en ligne, le candidat vient pour cette troisième étape-là où il pourra maintenant imprimer effectivement son reçu de paiement. Avec ce reçu de paiement, il se rendra pour une quatrième étape, soit dans une direction régionale ou une direction départementale, pour ce qui concerne les villes de l'intérieur, ou dans l'un des centres de validation et d'inscription pour la ville d'Abidjan. Nous nous sommes rendus alors dans certains centres d'inscription pour voir l'engouement des candidats à l'idée de passer un concours d'entrée dans un établissement de formation professionnelle et d'y apprendre métier. Bonjour, assieds-toi. Je viens d'avoir le bac et je viens passer ce concours avec l'aide de mon grand frère qui m'a parlé du concours. Il m'a informé, il m'a dit comment remplir les enquêtes pour passer le concours. Bon, il m'a parlé du site et on allait sur le site ensemble. On a rempli mes choix et je viens de déposer les dossiers. J'ai choisi le système électronique et informatique parce que depuis tout petit, j'aime l'informatique. Nous faisons véritablement l'effort de vérifier tout ce qui est dossier, tout ce qui remplissent les conditions. Et certains jeunes qui ne remplissent pas les conditions et nous sommes obligés de ne pas les recevoir parce que ça obéit à un certain nombre de critères. Il faut remplir les conditions, surtout au niveau des diplômes. Pour pouvoir rentrer dans nos établissements, il y a des niveaux. Niveau 5e pour le CAP, niveau 3e pour le BT et la première année BTS pour ceux qui ont le bac ou le BT. Et ceux qui n'ont pas eu le bac, il y a un certain nombre de points. Il faut avoir au moins 160 points. Nous vérifions tous les dossiers. Lorsque vous ne remplissez pas ces conditions, nous ne validons pas les dossiers. Aspect tout aussi important, le choix de certains candidats de rentrer dans un établissement de formation professionnelle se fait sur l'avis et avec le soutien des parents. Je suis venue pour l'inscription de ma fille au CBCG pour passer le concours. J'ai discuté avec elle et elle est partante pour faire le secrétariat. J'ai eu mon BT en secrétariat bureautique. Et là maintenant, présentement, je suis venue m'inscrire en première année de BTS pour faire mon BTS plus tard et travailler. Ce choix de la formation professionnelle voulu par ses parents et leurs enfants se justifie d'autant plus qu'il existe dans notre pays des milliers de modèles de réussite ayant fait leur parcours scolaire dans la formation professionnelle ou technique. Monsieur Sonampierre est aujourd'hui cadre supérieur dans une entreprise de contrôle technique automobile. Il avait choisi de suivre une filière formation professionnelle après la classe de 3e. Déjà, il faut dire que depuis le lycée, voilà, j'avais vraiment aspiré à la technique. C'était un mot qui me sonnait vraiment à la tête. Depuis le lycée, j'aimais tout ce qui était technique. Et c'est de là qu'est parti. Et je me suis renseigné. J'ai su qu'il y avait des lycées techniques et je me suis renseigné ce qu'on faisait là-bas. Et depuis la classe de 3e, depuis le lycée d'Azopé,
où j'ai eu mon entrée mon BEPC avec mention. J'ai été affecté au lycée technique de Boaké. Mon père a voulu, faire son âme, que je fasse l'enseignement général, comme tous les parents, parce que vraiment, je sais qu'ils n'ont pas vraiment connaissance de l'enseignement technique. Et moi, en secret, je voulais faire un enseignement technique. Vous voyez? Et il m'a fait faire les choix, c'est-à-dire qu'on a 3 choix quand on doit orienter en classe de 3e. Et il avait demandé un lycée à Makori. Je crois que le 2e choix était le lycée d'Azopé, puis j'avais un 3e choix que je ne lui ai pas dit. Il aurait voulu que je parte au lycée scientifique, mais en remplissant, j'ai mis le lycée technique de Boaké. Et ça, je ne lui ai pas dit. C'était le premier choix même, voilà, que j'avais fait, puis j'ai mis les autres choix après. Certains de ces collaborateurs que nous avons trouvés à l'œuvre ce jour sont eux aussi issus du centre de formation professionnelle de Jacquesville. J'ai fait le lycée professionnel de Jacquesville. J'ai fait un BT en maintenance véhicule et engin. En tout cas, pour quelqu'un qui sait que quand on va à l'école, c'est pour travailler un jour, il doit forcément faire l'enseignement technique. Quelqu'un qui sait que quand on va à l'école, parce que nos frères aujourd'hui, ils croient qu'on va à l'école pour aller à l'école. Mais quelqu'un qui a envie de travailler après l'école, là, moi je trouve que le débouché, le raccourci, c'est l'enseignement technique. Ou l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel. Alors, quel conseil pour la jeunesse qui a tendance à minimiser l'offre de la formation professionnelle? Je les exhorte à vraiment s'inscrire dans le cadre de l'enseignement, la formation professionnelle. Même quand tu finis une formation à l'enseignement général, on cherche toujours à faire une spécialité. Et il est déjà bon d'avoir une spécialité dès le cursus scolaire. Ça nous permettra d'intégrer plus facilement vraiment les métiers que nous aurons à choisir demain. Quand on arrive en formation professionnelle, on acquiert des compétences qui nous permettent après d'aller directement sur le marché de l'emploi pour exercer un métier, soit en qualité d'employé dans une entreprise ou à son propre compte dans le cadre de l'auto-emploi. Donc pour ce faire, je ne peux que lancer un appel aux jeunes, à ces nombreux jeunes qui sont en quête d'emploi, qui sont en quête de qualification, pour dire que nous avons un dispositif de formation. Pour M. Tuo Nangaluru, directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, le dispositif actuel favorise une meilleure formation par apprentissage et une insertion socio-professionnelle rapide des apprenants. Nous avons donc entrepris un programme de recrutement en apprentissage pour des formations par apprentissage en collaboration avec tout le secteur productif. Et donc, l'objectif de cette formation, l'objectif de ce recrutement, c'est de recruter des jeunes dans toutes les localités du pays, dans les zones les plus reculées, et mettre cette jeunesse ivoirienne en formation. Il s'agit pour chaque jeune ivoirien d'apprendre un métier. Quel que soit son niveau d'instruction, c'est de leur inculquer des qualifications qui leur permettent d'exercer un métier et de s'insérer socialement. Le CPNTIC est quand même une porte au sein de notre ministère, car chaque année, nous accueillons à peu près, je dirais, une centaine d'apprenants venant d'horizons divers. Des enfants qui préparent aussi bien un BT en secrétariat que des BTS ou des licences ou des masters en informatique ou en ressources humaines. Donc chaque année, nous mettons un point d'honneur à contribuer à la formation de nos apprenants. Il appartient à la jeunesse de tenir cette pêche qui lui est tendue par le gouvernement en faisant le choix de l'enseignement technique et professionnel. Quels sont les faits qui ont marqué l'actualité au sein de notre ministère ce mois-ci? Tout de suite, l'actu en brève. Dans l'optique d'accroître la visibilité des établissements et des filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé un challenge vidéo dénommé « Découvre mon établissement ». L'objectif de ce challenge est de créer une vague de sympathie autour de l'ETFP. Spécifiquement, elle a pour but d'améliorer la perception, de mettre en lumière ses filières, ses dispositifs et ses apprenants. Ainsi, les élèves présentent leur établissement et filières en mettant surtout l'accent sur les débouchés de ces filières.
Nous avons ici l'administration et la salle des profs. Le CPM-BAC prépare au diplôme de brevet de technicien dans les filières suivantes. Chantier, gros œuvres. Électricité, bâtiment. Installation sanitaire. Revêtement, sol et murs. Peinture, bâtiment et staff. Et un atelier Schneider, fruit d'un partenariat qui forme en énergie solaire. En plus, nous faisons les matières de l'enseignement général et l'informatique. Voilà, chers internautes, nous sommes au terme de notre présentation. Nous attendons impatiemment lors de la rentrée prochaine au CPM Bâtiment. L'enseignement technique de la formation professionnelle, une formation, un métier, un avenir. Le 20 janvier 2020, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Candia Camara, et le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Nabani-Koné, signaient un protocole d'accord définissant les grandes lignes de la collaboration entre les deux départements en vue de répondre aux besoins pressants de logement exprimés par la Mutuelle des enseignants de Côte d'Ivoire. La signature de cet accord a permis aux équipes des deux ministères et de la mutuelle d'entamer les discussions avec les opérateurs immobiliers capables de répondre aux demandes des enseignants, à savoir la réalisation de logements en location-vente sans apport initial. L'équation des logements de maître en Côte d'Ivoire est depuis un certain temps au cœur des préoccupations des autorités ivoiriennes. Cela résulte du fait que l'État a procédé à la construction massive de salles de classe ces 10 dernières années. Ainsi, de 2011 à 2020, ce sont environ 3000 salles de classe qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire national, engendrant du coup une inadéquation entre les constructions de classes et les logements de fonction des enseignants. À Atiguacro, dans la région du Bélier, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire confronté à cet épineux problème soutient que le solutionner est un passage obligé si l'on veut réellement améliorer les résultats scolaires. Nous avons fait effectivement de la question des logements maîtres une de nos préoccupations majeures parce que vous savez, quand vos collaborateurs sont dans un cadre de vie décent, acceptable, cela permet aux collaborateurs d'être dégagés et de se donner à fond. Et donc on obtient de lui les meilleurs résultats possibles. Mais quand il est tiraillé par ces questions-là qui ne sont pas réglées, il arrive à l'école, on n'a pas vraiment le résultat escompté. Voilà. Et donc, nous avons dit, dès notre arrivée ici, nous avons parlé aux parents, nous avons parlé aux communautés, aux mutuelles de développement. Nous avons dit que pour nous, il était primordial que les enseignants disposent d'un logement dans les établissements dans lesquels nous devions les affecter. Généralement, en zone rurale, les logements sont soit offerts par l'État, soit par la communauté villageoise ou encore par des partenaires et cela n'a aucune incidence sur les indemnités de logement qui sont allouées par l'État aux enseignants, même s'il arrive parfois que certains enseignants mettent la main à la poche pour modeler ces logements à leur convenance personnelle. Moi, je suis venu, j'ai trouvé un logement sans douche ni toilette. Je l'ai fait moi-même. J'ai fait creuser une fosse qui est à côté là. J'ai introduit l'eau dans ma douche, j'ai fait une installation moderne. Ça, c'est ce que je voulais comme logement pour moi-même, donc je l'ai fait. Voilà. Donc un peu partout, c'est comme ça. Les autres collègues, ceux qui trouvent des choses défaillantes, ils le font.
À 3 km d'Atiéguacro se trouve le groupe scolaire Maounou Nanafoué 1 et 2. Les élèves de cette école sont encadrés par 10 enseignants, tous logés dans le village à leurs propres frais car l'école ne dispose pas encore de logement de maître. Ici, il faut dire qu'il n'y a pas de logement à l'école. Donc, nous sommes logés dans le village. Et les maisons que nous occupons, c'est pour des particuliers. Au départ, il y en avait suffisamment de maisons. Donc, on pouvait trouver les maisons facilement. Mais aujourd'hui, ces parents qui étaient partis en basse-côte, qui avaient laissé les maisons libres, vu un peu la sécheresse de ces plantations-là, ont commencé à revenir au village. Donc ça a fait que vraiment le problème de logement, ça se pose. L'État a l'obligation de construire les établissements scolaires dans toutes les localités où l'on trouve des enfants en âge d'aller à l'école. Pour ce qui est des logements, la priorité est accordée aux zones déshéritées. Il revient donc aux collectivités locales, aux mutuelles de développement ou toute autre personnalité de bonne volonté de venir en aide à l'État en créant les conditions d'accueil des enseignants afin de leur permettre d'exercer sereinement dans les zones rurales. J'avoue que la préoccupation demeure réelle. Nous avons pas mal de postes vacants dû pour la plupart au fait qu'il n'y a pas d'infrastructure d'accueil des enseignants. Je veux parler des logements maîtres. Et donc, nous continuons de parler avec les parents et je pense que nous sommes de plus en plus écoutés parce que je prends le cas du district de Yamoussoukro qui a construit un certain nombre de logements maîtres, notamment à Guibri et à Labokro. Voilà. Et aussi certains cadres qui interviennent également pour aider les communautés à avoir des logements maîtres. Il s'agit donc de M. Kwame Jérôme. Il est clair que si l'enseignant est bien logé, il dispose pleinement son esprit et donne le meilleur de lui-même dans le travail. C'est à ce prix aussi que l'idée de s'offrir une maison en termes de projet peut être bien mûrie et réalisée. M. Kwaku Kwadio Edouard est enseignant, directeur d'école à la retraite. Il nous fait partager son expérience. Tout est question d'argent, hein? Il faut se préparer, économiser un peu et venir faire ce genre de travaux-là régulièrement jusqu'à ce que vous arriviez à finir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour pallier à toutes ces difficultés que la tutelle a entrepris un projet de construction de logements en mode location-vente en faveur des enseignants sans apport initial. Ainsi, le lundi 20 janvier 2020 à Abidjan, Madame le ministre Kandia Camara a signé un protocole d'accord avec le ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, pour la réalisation de 15 000 logements destinés aux enseignants. Cette convention va permettre au personnel du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de disposer de logements à moindre coût, soit en accès direct à la propriété, soit par la location-vente et sans aucun apport initial. Cette opération immobilière en vue de la construction de 15 000 logements sera entièrement réalisée sur une superficie de 128 hectares dans la commune de Bingerville. La première tranche de 500 logements sociaux sera livrée en février et novembre 2021, a fait remarquer le ministre de la Construction Bruno Koné, qui a tenu à préciser que ce projet, caractérisé par le mode d'acquisition en location-vente sans apport initial sur une période longue, fait partie du programme présidentiel de logements sociaux. Madame la ministre, chère sœur, je voudrais vous présenter toutes mes félicitations pour cette belle initiative que vous avez lancée et qui va permettre de donner l'opportunité à l'ensemble des travailleurs du ministère de l'Éducation nationale d'acquérir un logement décent avec les meilleures conditions de prix et de paiement. Pour Madame la ministre Kandia Camara, ce programme permettra d'offrir aux enseignants des conditions de vie décentes et une retraite heureuse. Chers partenaires sociaux, je puis vous l'assurer, la réussite de ce projet original et innovant viendra définitivement concrétiser un rêve légitime, longtemps caressé par vous tous, l'accès des enseignants à la propriété immobilière.
La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, quant à elle, s'est engagée à garantir une large diffusion du projet auprès de ses 60 000 adhérents, de façon à atteindre le quota des 100% des 15 000 logements à construire et à veiller au prélèvement à la source afin d'assurer l'équilibre financier du projet. Aujourd'hui, nous avons réfléchi à beaucoup de choses. Donc avec l'appui de l'État, des entreprises seront exonérées de certaines taxes. Donc les prix vont carrément baisser. Mais en même temps, je voudrais vous rassurer que, étant donné que les enseignants sont sur toute l'étendue du territoire ivoirien, nous avons convenu avec le ministère de faire en sorte que ces opérateurs puissent construire dans toutes les 36 draines de la Côte d'Ivoire, parce que les enseignants sont partis dans tous les villages, des enseignants y sont. Donc il faut penser à ce que les enseignants puissent souscrire partout. Ça suppose qu'un enseignant qui est à Abidjan peut voir sa maison construite à Bengrou. Un enseignant qui est à Bengrou peut voir sa maison construite à Man. C'est de se mettre sur la liste de ceux qui veulent des maisons dans la localité indiquée. Et nous allons construire sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce programme est constitué dans son ensemble de 90% d'appartements en immeubles collectifs dont les loyers mensuels varient de 45 000 francs CFA à 165 000 francs CFA, mais aussi de 10% de villas basses dont les loyers mensuels varient de 190 000 francs CFA à 350 000 francs CFA. Il vient mettre fin à l'épineux problème de logement des enseignants. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour la première émission au titre de l'année scolaire 2020-2021. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et YouTube Ma Nouvelle École et surtout, n'oubliez pas la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au lundi 14 septembre 2020. Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes.